Comprendre l'analyse du discours. Deuxième partie. Les différents courants qui se réclament de la linguistique du discours ou de l'analyse du discours. Suite. L'approche interactionnelle en France et en Suisse. En Suisse. C'est à Genève, Roulet et al., et à Lyon, Kerbrat-Orecchioni et al., que se développent essentiellement les analyses conversationnelles. Le discours est maintenant conçu comme une interaction ou une négociation. Le modèle développé par Eddy Roulet, 1985, et son équipe rend compte du fonctionnement du discours, en construisant des liens entre les divers énoncés. La structure construite tient compte de différents niveaux d'analyse, interaction, structure, enchaînement, et surtout des relations entre ces niveaux. L'analyse interactionnelle est constituée de deux composantes, l'analyse hiérarchique et l'analyse fonctionnelle. L'analyse hiérarchique porte sur trois niveaux fondamentaux. L'acte de langage est la plus petite unité produite par un locuteur, elle est associée à un tour de parole. L'échange est la plus petite unité composant l'interaction, et il est formé d'au moins deux actes de parole de locuteurs différents. Chaque constituant de l'échange est une intervention. Celle-ci peut être simple, composée d'un seul acte de langage, lorsque le tour de parole ne correspond qu'à un seul acte de langage, émis par un locuteur, ou de plusieurs actes dus à un seul locuteur. C'est-à-dire dans le cas d'un monologue. Une intervention peut être dite complexe, si elle fait intervenir plusieurs transactions imputables à plusieurs locuteurs, en situation de dialogue. L'analyse fonctionnelle qui cherche à mettre en évidence la fonction illocutoire de chaque élément d'un échange, étudie les relations entre ces divers éléments, en particulier les liens entre les interventions, ainsi que les fonctions interactives qui lient les constituants de chaque intervention. Les fonctions interactives permettent d'expliquer, dans chaque cas d'intervention complexe, le rôle argumentatif d'un constituant. Les recherches de l'école de Genève qui reposent sur le modèle proposé par Eddy Roulet portent d'une part, sur l'étude des stratégies mises en œuvre par les interlocuteurs, et d'autre part sur la formation des conditions d'enchaînement et d'interprétation qui déterminent l'articulation du discours. Deux principes conditionnent les diverses contraintes qui permettent de rendre compte de la structure et du fonctionnement du discours. La complétude interactionnelle et la complétude interactive. Selon le premier principe, tout discours oblige ses participants à satisfaire les rituels d'ouverture, de clôture et de satisfaction, afin d'aboutir à un double accord permettant de clore la négociation. L'analyse de discours est envisagée d'une part suivant l'axe de négociation, c'est-à-dire la recherche d'un accord, et d'autre part selon une interprétation qui focalise l'attention sur les critères de cohésion et de cohérence. L'approche conversationnelle qui fait appel aux notions de cohérence et de pertinence a été surtout développée par Jacques Moschler, qui s'est inspiré de la théorie cognitive de la communication ébauchée par Sperber et Wilson, 1986, à laquelle il emprunte le concept de pertinence. En France. L'analyse conversationnelle s'est surtout développée en France, à Lyon, sous la direction de Catherine Kerbrat-Orecchioni, Pierre Bange et Jacques Cosnier. L'équipe de Lyon a introduit un concept important dans l'analyse conversationnelle. L'approche pluricodique de la conversation, qui lui a permis de dépasser le cadre de l'analyse intrinsèque des unités linguistiques, pour intégrer comme paramètres d'analyse, les aspects acoustiques et mimo-gestuels qui étaient juste la négliger. L'équipe part de l'hypothèse de base, selon laquelle le flux conversationnel est constamment géré par les activités coordonnées du locuteur et de l'interlocuteur. Les échanges verbaux permettent de décrire l'interaction comme une construction progressive, assurée par les activités conjointes et coordonnées des partenaires. Une telle perspective exige de décrire et de comparer l'ensemble des régulateurs sonores et visuels. Le concept de régulation mutuelle rassemble les activités par lesquelles le locuteur et le récepteur en feedback maintiennent et orientent le cours de l'interaction. La régulation résulte de l'activité surimposée et subordonnée à l'activité principale du locuteur. Elle se manifeste soit de façon non verbale par des moyens expressifs, regard, sourire ou moteur,
hochements de tête ou vocaux, murmures, soit de façon verbale par des régulateurs, oui, ouais, d'accord, c'est vrai. Ces régulateurs qui ponctuent toute production verbale, servent de point de repère pour celui qui écoute. Il semble que dans une conversation, le locuteur demande au récepteur de le confirmer dans son rôle, sollicite l'autorisation de continuer, et vérifie que le récepteur s'intéresse au déroulement du flux conversationnel. Dialogisme et polyphonie, Bakhtin et Ducrot. Mikhaïl Bakhtin, 1895 à 1975, est un théoricien de la littérature. C'est pour ses travaux sur le roman qu'il est le mieux connu aujourd'hui. Intéressé par les travaux des formalistes russes, il souligne les limites de leur méthode. Il a développé les concepts de dialogisme et de polyphonie. La notion de polyphonie est un concept emprunté à la musicologie où il signifie la combinaison de plusieurs mélodies musicales, ou plusieurs voix, chantées ou jouées, en même temps. La polyphonie en linguistique, et en théorie de la littérature évoque l'image d'un ensemble de voix, ou une pluralité de voix, orchestrées dans le langage. Les approches dites polyphoniques cherchent à montrer que le sens des énoncés et des discours consiste avant tout à mettre en scène une pluralité de voix dans un même énoncé. Le terme de polyphonie a été introduit en théorie de la littérature grâce aux travaux du théoricien russe de la littérature, Mikhaïl Bakhtin, qui a élaboré cette notion de polyphonie dans son ouvrage « Problème de la poétique de Dostoïevski ». Selon Bakhtin, la polyphonie est une pluralité de voix et de consciences autonomes qui apparaissent dans l'énonciation romanesque. Pour lui, le roman est un phénomène hétérogène qui met en scène une multitude d'idiolectes et de dialectes, en même temps qu'une multitude de voix différentes. Bakhtin considère l'œuvre littéraire comme un dialogue incessant entre des discours différents. En approfondissant son travail, il introduit la notion de dialogisme. Le dialogisme de Bakhtin s'inscrit dans une conception de l'altérité, dans laquelle l'homme ne trouve sa véritable identité que dans ses relations avec l'autre, qui participe activement à la construction de son moi. Pour Bakhtin, dans le parler courant de tout homme vivant en société, une grande partie des paroles qu'il prononce sont celles d'autrui. Pour lui, après un âge de la littérature, qui a privilégié les formes d'expression individuelle, la poésie lyrique, par exemple, l'histoire a vu l'apparition d'un âge dialogique, dont la caractéristique est de mettre en scène toutes sortes de discours et de langages hétérogènes. Pour Bakhtin, dans le roman, le dialogisme est l'interaction qui se constitue entre le discours du narrateur principal et les discours d'autres personnages, ou entre deux discours internes d'un personnage. Grâce à ce procédé, l'auteur peut laisser toute la place à une voix et une conscience indépendante de la sienne, et garder une position neutre, sans qu'aucun point de vue ne soit privilégié. Ce procédé permet de garder intactes les oppositions entre des conceptions idéologiques divergentes, plutôt que de les masquer dans un discours monologique, dominé par la voix de l'auteur. D'après Bakhtin, tout texte est soumis au principe dialogique selon lequel les textes sont censés faire partie d'un dialogue continu, se composant à la fois de reprises de paroles antérieures et d'anticipation sur les paroles futures. Bakhtin traite la polyphonie comme circulation des discours, d'un point de vue qui relie l'observation à l'étude des différentes formes linguistiques, genre, style, construction linguistique particulière. Oswald Ducrot. De la littérature, le concept de polyphonie est passé à la linguistique, notamment grâce à Oswald Ducrot, qui va l'exploiter dans la théorie de l'énonciation. Ses recherches se situent dans le cadre d'une discipline qu'il appelle pragmatique sémantique ou pragmatique linguistique. Malgré le fait que Ducrot s'est laissé inspirer par le terme de polyphonie de Bakhtin, il s'est basé avant tout sur des travaux antérieurs, dans le domaine de la linguistique même. Il dit lui-même, c'est en lisant Bally, et spécialement le début de linguistique générale et linguistique française, que j'ai été amené à esquisser une théorie linguistique de la polyphonie. La théorie de la polyphonie d'Oswald Ducrot n'est présentée nulle part de façon claire et définitive. Elle a été exposée à 3 reprises dans Ducrot, 1980 et 1983 puis 1994. La dernière version est présentée sous le titre de «
esquisse d'une théorie polyphonique de l'énonciation. C'est une théorie qui éclaire des aspects du fonctionnement énonciatif du langage, en redéfinissant certains concepts. Pour Ducrot, la polyphonie se concrétise principalement dans la remise en question du sujet parlant. Elle est à rechercher dans les phénomènes énonciatifs suivants, qu'il va s'attacher à décrire. La double énonciation. La négation dite polémique. L'ironie et l'auto-ironie. Les actes de langage indirect. Les présuppositions. Le courant sociolinguistique. La sociolinguistique est considérée comme un champ d'investigation qui étudie la variété des usages linguistiques dans une communauté linguistique. Son objet d'étude s'applique à des phénomènes très variés, les fonctions et les usages du langage dans la société, la maîtrise de la langue, l'analyse de discours, les jugements que les communautés portent sur leur langue, la planification et la standardisation linguistique. Depuis environ 20 ans, la sociolinguistique englobe l'étude du langage dans son contexte socioculturel. Elle considère que l'objet de son étude ne doit pas être simplement la langue comme système de signes, ou de compétences comme système de règles. C'est ainsi que certains chercheurs essaient d'élargir le champ d'investigation de la sociolinguistique. Parmi eux, on peut citer Gumperz, Labov, Goffman et Bourdieu. La sociolinguistique interactionnelle de Gumperz. Une approche interprétative du discours. Gumperz est l'un de ceux qui ont apporté un souffle nouveau à l'approche sociolinguistique du discours. Ce qui focalise l'attention de cet auteur, c'est de découvrir les liens jusqu'ici non étudiés entre la perception des signes de surface et l'interprétation, 1989. En substituant à la grammaire du locuteur idéal de Chomsky, une grammaire de la communauté linguistique, Gumperz a traité de la diversité linguistique que manifeste une population locutrice, en fonction des grandes catégories de différenciation sociale que sont l'âge, le sexe, le niveau de formation, la position économique, l'origine et la race. Dans cette perspective, Gumperz fonde une sociolinguistique de l'auditeur interprétant qui porte son attention sur les malentendus conversationnels. Gumperz distingue, tout d'abord, les effets de sens de l'interprétation, de l'effet de communication. Il pose ensuite que l'interprétation est toujours une question d'inférence conversationnelle. L'objet théorique de Gumperz s'appuie sur les maximes conversationnelles de Gris. C'est pourquoi, en prenant position par rapport à la théorie de l'inférence, Gumperz affirme que sa méthode de travail consiste à regarder les échanges verbaux comme donnant des inférences au niveau des discours fondés sur la contextualisation, plutôt que simplement organisés selon des suites d'actes de discours reliés en séquence. Pour cet auteur, les divergences d'interprétation proviennent du fait que dans les contacts sociaux, les interactants appartiennent à des univers symboliques différents, même si en apparence, ils parlent la même langue et partagent des compétences langagières identiques. Les diverses incompréhensions et malentendus qui surviennent au cours d'une interaction verbale sont dus à la manière différente de percevoir les indices discursifs de signifiants. Chaque indice suggère une interprétation, qui à son tour met en lumière tel autre indice non perçu jusque-là par l'auditeur. C'est dire que le processus de découverte des indices correspond à la manière dont les participants à une conversation co-construisent et co-interprètent leurs performances langagières. Les indices discursifs qui sont perçus par les protagonistes de la communication font le contexte du discours. Tout ceci est défini par cet auteur de la manière suivante. J'entends par contextualisation, l'emploi par les locuteurs, auditeurs, des signes verbaux et non-verbaux qui relient ce qui se dit à un moment donné et en un lieu donné à leur connaissance du monde. En partant des indices perçus et produits différemment et des interprétations manifestement divergentes qui peuvent en résulter, Gumperz tente d'établir une relation entre ces indices et des valeurs significatives diverses. Dans ce va-et-vient entre forme et sens constitué, le travail de l'analyste consiste à statuer sur la valeur suggestive de l'indice d'interprétation, en vue d'identifier les causes de difficultés d'intercompréhension qui sont imputables à certains éléments prosodiques qui montrent l'existence sociolinguistique d'une variété dans les usages, dans l'univers symbolique, la vision du monde des protagonistes de la communication met en jeu des présupposés socioculturels. Selon Gumperz,
L'interprétation que l'auditeur fait du discours résulte de la manifestation simultanée d'un ensemble d'indices conversationnels. On peut citer, par exemple, la connotation particulière d'un mot, la forme morphosyntaxique dans sa composante prosodique, tout peut servir à signaler le sens que veut donner un participant à la conversation. Dans la pensée de Gumperz, puisque parler c'est interagir, il faut alors focaliser son attention sur l'étude de l'interaction, et la manière dont se joue la compréhension dans ce contexte langagier. La notion de contextualisation qui occupe une place centrale dans cette théorie, agit selon Gumperz, à deux niveaux. 1. Au niveau de la prosodie, par laquelle l'auteur entend l'intonation, le changement de ton, l'accentuation, les pauses etc., ces éléments qui jouent le rôle de signal expriment les sentiments et les attitudes des interactants. Le rôle de la prosodie est d'une importance toute particulière pour l'analyse de la conversation. En effet, selon cet auteur, c'est la prosodie qui permet aux participants de découper le flux verbal en unités de base du message, ce qui sous-entend à la fois l'interprétation et le contrôle de l'échange des répliques, ou les stratégies de changement du locuteur, qui sont essentielles au maintien de la conversation. 2. Au niveau des choix du code dans l'option du répertoire linguistique, par exemple, l'alternance codique ou stylistique, les variables morphologiques, sociolinguistiques permettent d'étudier selon des méthodes quantitatives au niveau du groupe ou supra-individuel les processus d'inférence. L'étude de ces variables peut porter sur le fonctionnement des routines d'ouverture ou de clôture de la communication et le choix des expressions métaphoriques. L'étude de ces divers niveaux permet d'éclairer, mettre en valeur ou faire ressortir le rôle de chacun dans la contextualisation du processus discursif. Cette contextualisation qui intervient au niveau du type d'activité signale sur quoi porte l'interaction à une étape donnée. Elle peut entraîner la prédication sur ce qui va suivre au-delà de la séquence immédiate. Les diverses inférences qui résultent de l'acte de prédiquer fournissent des informations sur la construction possible des tours de parole, la distinction entre les connaissances partagées et les informations nouvelles. Le courant variationniste de la BOF. D'autres chercheurs, comme la BOF, soutiennent que toute production linguistique manifeste des régularités, et peut donc faire l'objet d'une description. Ils tentent d'appréhender le langage comme activité socialement localisée, dont l'étude se mène sur le terrain. En adoptant la démarche qui consiste à retrouver le social dans le linguistique, le chercheur considère que les situations linguistiques ne peuvent être résolues qu'en faisant appel à des variables sociales. Ainsi la BOF, 1976, constate que l'appartenance d'un sujet à une communauté linguistique le rend capable d'une maîtrise structurée de différents sous-systèmes. La variable se manifeste à deux niveaux. 1. La variation stylistique qui représente les différents usages d'un même locuteur. 2. La variation sociale qui représente les différents usages de différents locuteurs au plan de la communauté. Avec la BOF, des méthodes de plus en plus raffinées, en particulier le concept de règles variables ouvre la sociolinguistique à des applications nouvelles. Elles ont permis notamment d'étudier les interrelations entre, d'une part, les variables à différents niveaux de la structure grammaticale, et leur environnement linguistique, et d'autre part, les facteurs sociaux qui contraignent leur usage. Les enquêtes de la BOF lui ont permis de dégager des comportements gestuels, des habitudes langagières et phonétiques qui sont soumises à des variations en fonction des milieux sociaux. Ces méthodes apportent ainsi des perspectives intéressantes sur les processus de changement considérés jusqu'alors comme inaccessibles à la recherche systématique. Elles proposent des projections diverses, des relations qui lient les énoncés en séquences conversationnelles. Pour la BOF, il y a deux types de règles de discours, des règles d'interprétation et des règles de mise en séquence conversationnelle, qui relient les actions entre elles. La forme des règles de discours est indépendante de la nature particulière des propositions affirmées. Il s'agit au contraire de relations variables qui unissent les unités linguistiques aux actions préparées ou interprétées. Ces règles font en outre référence à certaines conventions tacites à propos des relations sociales, les savoirs partagés. Les rôles de locuteur, de destinataire et de public, les droits et les obligations qui s'attachent à ces rôles, et à toutes les autres formes de contraintes. Le courant pragmatique. Le terme de pragmatique est apparu pour la première fois, aux États-Unis sous l'impulsion de Charles Sanders Peirce, auteur de la théorie, phανερoscopie,
et de William James, initiateur du mouvement pragmatiste. Mais c'est Charles Morris, un disciple de Peirce, qui le premier, en 1938, introduit le terme « par rapport à la sémiotique » et divise ce champ disciplinaire en trois parties, la syntaxe, la sémantique et la pragmatique. Il en propose la définition suivante: la pragmatique est cette partie de la sémiotique qui traite du rapport entre les signes et leurs usagers. La pragmatique a connu depuis cette définition des développements qui, sans être contradictoires, paraissent souvent opposés. Cependant, quel que soit le point de vue où l'on se place, d'une manière globale, la pragmatique est basée sur la notion de langage en action ou langage en contexte. Elle s'attache surtout à définir la relation qui s'établit entre le langage et l'usage que fait le locuteur de ce langage dans la communication. Pour cela, elle fait appel à une notion que la linguistique traditionnelle avait jusqu'ici ignorée, la notion de situation de communication, c'est-à-dire le contexte, et toutes les caractérisations qui s'y rattachent. Pour mieux comprendre la pragmatique, suivons les experts, et essayons de survoler les étapes qu'a connues l'évolution de cette discipline. Schématiquement, cette évolution peut se résumer en trois étapes. La première étape, qui date à peu près des années 1930 à 1940, s'inscrit dans la lignée de la sémiotique et de la logique et ses fondateurs sont Peirce et Morris. Morris se base sur la théorie du signe instaurée par Peirce pour proposer la définition suivante. Tout système de signes, que ce soit un langage naturel ou artificiel, se compose d'une syntaxe, qui étudie la concaténation des signes entre eux, d'une sémantique, qui étudie la signification conventionnelle des signes, c'est-à-dire la relation entre les signes et leurs référents dans le monde, et d'une pragmatique, qui étudie la relation entre les signes et leurs utilisateurs. Pour Morris, les référents dans le monde peuvent être de trois ordres: les objets du monde, les états et les événements, les actions vérifiées au travers des objets du monde, et l'ensemble des valeurs de vérité, vrai ou faux. Ce qui fait de la sémantique une discipline véridictionnelle, ou basée sur le vrai ou le faux. Par ailleurs, pour Peirce, la relation pragmatique est basée sur la notion d'interprétant, qui désigne l'effet mental produit par l'objet dans l'esprit de l'interprète, donc en quelque sorte une cognition. À ce niveau, la pragmatique n'est pas encore une discipline, elle est tout au plus un ensemble conceptuel. Charles Morris a suggéré une nouvelle classification des principales disciplines étudiant les signes linguistiques. La syntaxe traite des rapports entre signes dans l'énoncé complexe, la sémantique traite des rapports entre les signes et la réalité extralinguistique, la pragmatique traite des rapports entre les signes et leurs utilisateurs. Ainsi est apparue, au moins en théorie, une nouvelle discipline linguistique où devaient trouver systématiquement leur place, non seulement les signes avec leurs composants et leurs référents, mais aussi ceux qui en font usage. Dans la conception de Morris, sémantique et pragmatique sont censés couvrir des domaines bien distincts. La deuxième étape de l'évolution de la pragmatique est l'étape de la philosophie du langage. Ce courant s'inscrit dans la lignée des travaux des mathématiciens philosophes, Frege, Russell et Carnap qui, en étudiant les langages artificiels logiques, cherchent à résoudre la problématique de la relation entre la logique mathématique et le langage. Dans les années 50 à 70, les philosophes britanniques de l'école d'Oxford, Austin, Gris et l'américain Searle vont s'inspirer des travaux des mathématiciens philosophes pour développer une nouvelle théorie qui s'intéresse non plus aux langages artificiels, mais au langage ordinaire. Leur observation principale est que le rôle du langage n'est pas uniquement de décrire le réel, mais aussi d'exercer une action sur ce réel. Ils vont ainsi ouvrir la voie à la pragmatique en tant que discipline, en instaurant la célèbre théorie des actes de langage, qui marque la naissance effective d'une science appelée pragmatique. Une autre contribution à signaler, qui a participé à lancer les recherches en pragmatique, c'est la contribution de Del Hathaway Haim, qui est un sociolinguiste, anthropologue et folkloriste américain, dont le travail porte essentiellement sur les langues amérindiennes du Nord-Ouest Pacifique. Il deviendra plus tard l'auteur du modèle Speaking. Pour Haim, tout système communicatif comprend les contraintes sociales et les règles linguistiques. C'est un dispositif complexe d'aptitude dans lequel les savoirs linguistiques et les savoirs socioculturels constituent un tout. C'est ce qui fait de la communication langagière le résultat de l'adéquation réussie d'un ensemble de compétences. À côté de la notion de compétence linguistique,
Haim développe la notion de compétence de communication, ou compétence communicative, en la définissant comme « ce qui permet à un locuteur de produire des énoncés adaptés aux contextes sociaux ». En France, la pragmatique linguistique ou théorie de l'énonciation. Le courant pragmatique français trouve son origine dans le courant théorique, basé sur le concept d'énonciation. L'énonciation est définie comme l'ensemble des actes qu'effectue le sujet parlant, pour construire un énoncé communicable. Selon certains chercheurs français, la pragmatique est la discipline qui va permettre de traiter les aspects de la communication, qui ne sont pas traités par la syntaxe et la sémantique, notamment la description de la situation de communication, et les conditions de réussite de celle-ci, c'est-à-dire les aspects liés à l'énonciation même. Le courant sémiotique. Le courant sémiotique prend son origine dans la sémiologie posée par Ferdinand de Saussure, qui y voit la science générale des signes. Selon Ferdinand de Saussure, une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale sera nommée sémiologie. La linguistique n'est qu'une partie de cette science plus générale. La sémiotique dans le monde anglo-saxon est introduite par Charles Sanders Peirce, qui utilise le terme sémiotique. La sémiotique de Peirce est une théorie du signe. Sa sémiotique se fonde sur le concept de signe qui se distingue selon différents niveaux de perception du plus vague au plus distingué, priméité, secondéité, tercéité. Les niveaux de perception du signe sont eux-mêmes divisés en 3 modes nommés 1. Représentamène, qualissigne, synsigne, légisigne. 2. Objet, icône, indice, symbole. 3. Interprétant, rème, dicisigne, argument. Pour Peirce, une des propriétés du signe est de toujours renvoyer à un autre signe. Ainsi la pensée, elle-même, est un signe qui renvoie à une autre pensée, laquelle est son signe interprétant. Cet interprétant renvoie à une autre pensée qui l'interprète en un processus continu et infini. La sémiotique de Peirce est triadique en ce sens qu'elle repose sur un système à 3 éléments. L'icône renvoie à l'objet par relation de ressemblance avec celui-ci. L'indice observe une relation de contiguïté avec son objet. Il accompagne cet objet. Le symbole renvoie à l'objet par une relation conventionnelle qui repose sur une association d'idées ou de valeurs. La balance est le symbole de la justice. En France, les grands noms de la sémiotique sont Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes et Gréma. Elle est tournée vers l'étude des formes sociales qui fonctionnent à la manière du langage, comme les systèmes de parenté, les mythes, la mode, etc., ainsi que vers l'étude du langage littéraire. Les sémioticiens ont ouvert le chemin aux recherches en sémiotique, par l'étude narrative des pratiques signifiantes, prenant pour domaine le texte. L'analyse narrative du récit est basée sur l'analyse du discours. La pratique signifiante apparaît comme le sens articulé, c'est-à-dire comme signification et comme discours sur le sens. Autrement dit, la production du sens ne passe pas d'abord par la production des énoncés et par leur combinaison en discours. Il s'y ajoute le sens produit par les structures narratives, et ce sont elles qui produisent le discours sensé, articulé en énoncés. L'enrichissement méthodologique de l'analyse narrative et la possibilité de l'appliquer aux médias, presse écrite, radiophonie, télévision, et au cinéma, ouvrent la voie à une sémiotique du discours, un discours situé dans un domaine de messages mixtes et pluricodés, où se mêlent le son et l'image, le scriptural et le musical. L'analyse d'un tel discours oblige l'observateur à se mettre dans une mobilité constante, qui consiste à enregistrer, écouter, regarder. Avec les médias radiophoniques et télévisuels, on quitte le champ de l'écrit, jusqu'ici unique objet de la sémiotique, pour travailler sur des échanges verbaux, tout au long desquels la narrativité s'exprime. Tous les schémas formels d'analyse du récit portent sur des dialogues. Ainsi l'analyse sémiotique se glisse dans les approches interactionnelles et conversationnelles, où elle trouve son objet d'analyse. Pierre Bourdieu et les rituels sociaux. Pierre Bourdieu est un sociologue français, qui s'est surtout intéressé aux hiérarchies sociales. Il a forgé le concept d'habitus, qui permet de donner une clé d'interprétation des rapports des acteurs au monde. Dans une démarche sociologique, Pierre Bourdieu appréhende les comportements humains comme la conséquence d'une structure intériorisée.
L'habitus pour lui désigne un système de référence, un style de vie particulier, une manière d'être propre à chacun. Il ne relève pas d'un automatisme, mais de ce qu'il appelle « disposition à agir », qui influence les pratiques des individus au quotidien, leur manière de se vêtir, de parler et de percevoir. Ces dispositions sont intériorisées inconsciemment durant la phase de socialisation, première enfance, pendant laquelle l'individu s'adapte et s'intègre à un environnement social. Durant cette période, l'individu est conditionné d'une façon invisible et se construit une manière d'être et d'agir face au monde et sur le monde. Les rites d'institution, ou rites de passage, étudiés par Bourdieu possèdent une fonction importante dans l'organisation des sociétés traditionnelles et modernes. Les analyses qu'il en donne convergent toutes vers l'idée que ces rituels ont pour objectif de déposer la loi sociale au sein des corps et des esprits. Par rapport au langage, l'institution sociale a un pouvoir symbolique. C'est elle qui définit les lois sociales et qui gère la vie des individus. Pour l'auteur, le rapport de force linguistique n'est jamais défini par la seule relation entre les compétences linguistiques en présence. En effet, le poids des différents agents dépend de leur capital symbolique, c'est-à-dire de la reconnaissance, institutionnalisée ou non qu'ils reçoivent d'un groupe. Autrement dit, le poids d'un individu dans la société dépend du degré de crédibilité dont bénéficie cet individu au sein de la société. Il y a donc d'un côté la maîtrise pratique d'un usage de la langue, et de l'autre la maîtrise pratique des situations dans lesquelles cet usage de la langue est socialement acceptable. Bourdieu prend le cas des énoncés performatifs, et nous dit que cette prétention à agir sur le monde social par les mots, c'est-à-dire magiquement, est plus ou moins folle, ou raisonnable, selon qu'elle est plus ou moins fondée dans l'objectivité du monde social. Bourdieu ajoute qu'il n'y a pas de pouvoir symbolique sans symbolique du pouvoir, que sont les divers attributs symboliques, l'hermine et la toge pour le juge et le médecin. Bourdieu affirme que, pour qu'un énoncé performatif réussisse, il faut une adéquation entre la fonction sociale du locuteur et le discours qu'il prononce. Le pouvoir des mots réside dans le fait qu'ils ne sont pas prononcés à titre personnel, mais qu'ils représentent le capital symbolique accumulé par le groupe, qui autorise celui qui les prononce à les dire en son nom. La reconnaissance du discours d'autorité se fait sous certaines conditions qui définissent l'usage légitime. Il doit être prononcé par la personne légitime à le prononcer, prêtre, président de séance, professeur, poète, etc. Il doit être prononcé dans une situation légitime, c'est-à-dire devant les récepteurs légitimes. Il doit être prononcé dans une forme légitime, syntaxique, phonétique, etc. Bourdieu va par la suite tenter de dégager les propriétés invariantes des rituels sociaux entendus comme rites d'institution. Il insiste sur le fait que la science sociale doit tenir compte du fait de l'efficacité symbolique des rites d'institution, c'est-à-dire le pouvoir qui leur appartient d'agir sur le réel, en agissant sur la représentation du réel. Il met en parallèle le rite kabyle de la circoncision qui tend à consacrer la différence, en instituant les hommes en tant qu'hommes, et les femmes en tant que femmes, avec l'investiture, du chevalier, du député, du président, qui consiste à sanctionner en faisant reconnaître une différence sociale. L'école française d'analyse du discours. Dans les années 1960, en Europe, de nouvelles problématiques se mettent en place. Leur paradigme est le structuralisme, où le champ de la linguistique joue un rôle moteur, grâce aux apports de Jacobson, Benveniste et Harris. L'époque est fortement marquée, en Europe occidentale et aux États-Unis, par l'émergence de courants issus de diverses disciplines relativement indépendants les uns des autres. Ces courants avaient en commun de poser la question du langage et de la textualité d'une manière différente de celle de la linguistique structurale. Certains courants se réclamaient d'un projet d'analyse du discours, qui deviendra plus tard l'école française d'analyse du discours. Ce courant, sous l'impulsion du philosophe marxiste critique, Louis Althusser, et de Michel Pêcheux, tente d'articuler la théorie marxiste de l'idéologie à la psychanalyse de Lacan et à la linguistique pour appréhender le discours. D'autres courants viennent directement des sciences du langage, grammaire de textes issus de la grammaire générative et transformationnelle, théorie de l'énonciation benveniste. D'autres encore aussi entre anthropologie et sociolinguistique, c'est le cas de l'ethnographie de la communication, Haim et Gumpers, l'ethnométhodologie,
Garfinkel et Sack, un courant issu de la sociologie américaine qui appelait « discourse analysis » l'étude de conversation. Ces divers courants ont été fortement influencés par la pragmatique anglo-saxonne, fondée sur une conception qui considère le discours comme un acte par Austin. Il faut y ajouter les travaux du Britannique Bateson, du Français Foucault et du Russe Bakhtin, dont l'influence a été diffuse mais considérable. L'entrée en relation de ces courants a favorisé le renouvellement du champ des sciences du langage, méthode, découpage disciplinaire et concept. En France, en particulier, plusieurs travaux contestent les présupposés traditionnels sur les textes et la manière de les étudier. Structuralisme littéraire, sémiotique inspirée de Gréma, analyse automatique du discours de Pêcheux inspiré du marxisme d'Althusser, de la psychanalyse de Lacan et de la pensée de Michel Foucault. Le corpus privilégié est le discours politique, où on ne s'intéresse quasiment qu'à l'idéologie, avec tout ce qu'elle présuppose en termes d'idées, de système, de cohérence et de globalité. C'est le début de ce qui deviendra plus tard l'école française d'analyse du discours, où le mot analyse ne signifie pas simplement étude, mais vise à faire dire au discours ce qui n'apparaît pas avec évidence. L'analyse du discours est née d'une conjoncture intellectuelle où s'engage autour du structuralisme toute une réflexion sur l'écriture qui associe la linguistique structurale, le marxisme althussérien et la psychanalyse de Lacan. C'est dans les années 1970, en Europe surtout, que la convergence entre ces différents courants va constituer le champ d'analyse du discours. Les sciences du langage y jouent un rôle essentiel, la grammaire de texte, les théories de l'énonciation, et les différents courants pragmatiques qui apportent un outillage conceptuel et méthodologique considérable. C'est aussi la période où on découvre Bakhtin avec la polyphonie et le dialogisme. L'objectif de l'analyse de discours durant cette période est de découvrir l'idéologie qui se cache sous la matérialité discursive, mots, syntagmes, phrases, etc. C'est pourquoi, les analyses menées durant cette période vont se focaliser sur l'analyse du discours politique. Cette présentation est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez aussi un j'aime et partagez avec vos amis pour les aider dans leur recherche d'informations. Si vous avez des remarques, mettez-les en commentaire et à bientôt dans une prochaine vidéo.